Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes tous autour d'un thé. Nous avons aujourd'hui l'immense honneur de recevoir Abdallah Gomez. Abdallah Gomez aura le temps de nous parler de son parcours et j'espère qu'il va en inspirer plus d'un. Et tout ça autour d'un thé. Et je vois qu'Abdallah s'est bien préparé, le plateau qui va bien. Salam alaikum Abdallah. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Comment vas-tu? Très, très, très bien, alhamdulillah. Très, très bien. Je vais juste te partager un petit peu dans les réseaux les différentes pages rapidement. Et puis, je suis... Je fais la même chose. Tac. Ouais, hop. Là, tac. Je t'envoie là. Donc là, normalement, tu l'as. Impeccable. Impeccable. Donc, pour commencer, déjà encore, bonsoir. Et pour ceux qui sont là, partagez au maximum cette lien, ce live. Et puis, n'hésitez pas aux questions. La première question à éviter, ce serait quel est l'intitulé de votre métier? Et donc de ton métier. Allô, Abdallah, tu m'entends? Oui, j'entends très bien. Alors, quel est l'intitulé de ton métier? Alors, moi, je suis, à proprement parler, courtier en assurance. Donc, ça, c'est le titre officiel, et reconnu par la CPR. D'accord. La CPR, c'est l'organisme qui régule notre activité. Soit agent général d'assurance ou courtier en assurance, on a le même ORIA, c'est-à-dire agrément pour distribuer des produits d'assurance. D'accord. Et quel genre d'études permet d'accéder à ces métiers? Alors, on va dire il y a le cursus de base, et après, il va y avoir des cursus un peu parallèles. Effectivement, dès la sortie de la terminale, après un bac économique ou scientifique, ou même littéraire, si la personne elle souhaite s'orienter vers un cursus qui va lui permettre d'arriver sur des fonctions pour travailler dans le domaine de l'assurance, elle va avoir après deux alternatives. La voie via le cursus BTS, ça c'est la voie la plus directe. Lorsque vous rentrez dans un BTS assurance ou une licence pro assurance, la finalité, évidemment, après, c'est d'arriver sur les métiers de l'assurance. D'accord? Ou alors, il va y avoir la voie universitaire. Aujourd'hui, il y a des DUG économiques, MIAGE, MAS, où vous allez pouvoir, par la suite, arriver sur des masters banque, finance, assurance. Donc là, on est déjà sur des filières qui sont un peu plus larges et qui vont permettre à l'étudiant, au bout de sa quatrième année de master, de se positionner entre ses références sur le côté banque, finance ou le côté assurance. Puis, du BTS, il va y avoir des filières bien spécifiques aussi qui vont permettre à n'importe quel étudiant qui soit passé par une filière universitaire autre que la banque, la finance ou l'assurance, un BTS complètement général, d'intégrer des formations à travers l'ENAS, qui est l'École nationale d'assurance. Donc là, quelqu'un qui avait déjà un parcours universitaire ou un BTS et qui souhaite se spécialiser dans un domaine bien précis de l'assurance,
va pouvoir suivre des cours à travers l'École nationale d'assurance. Il y en a d'autres, hein, je ne vais pas les citer toutes, mais rechercher sur Internet et trouver quelles sont les filières. Voilà. Aujourd'hui, on a ces grandes filières-là. La filière BTS, la filière universitaire ou des spécialisations via les écoles d'assurance. D'accord. Et quelles sont les évolutions aujourd'hui de votre poste de courtier en assurance? Alors, les évolutions au niveau du courtage, elles sont larges et grandes et diverses. Moi, par exemple, j'ai commencé ma carrière dans le monde de l'assurance en 2002 en tant que simple gestionnaire en assurance. Et puis, finalement, je me suis développé au niveau de... Excusez-moi, je mets les notifications en silencieux, voilà, ça sera plus sympa. Je me suis développé au sein d'une cellule de gestion de sinistres jusqu'à un poste de maîtrise d'ouvrage. Donc, par étapes, d'abord, j'ai été senior, donc mon travail a été reconnu, puis référent, c'est-à-dire que j'avais en charge l'accueil des nouveaux arrivants, leur accueil, leur formation, leur accompagnement, la validation des dossiers. Puis, je suis devenu responsable de qualité de la plateforme. Donc, tout ce qui est des suivis qualité au niveau des appels téléphoniques, des entrées, des sorties des courriers, que ce soit des courriers papier ou des courriers mail. Et puis, la validation des process de souscription, des process de gestion et des process d'indemnisation. Voilà. Ça, c'est à un moment donné, de 2002 jusqu'en 2013, à peu près différents postes qu'on peut occuper lorsqu'on est salarié dans une entreprise d'assurance. Maintenant, au niveau du courtage à proprement parler, le courtage, il va être aussi large et différent qu'on va avoir des produits d'assurance différents. Vous allez pouvoir vous spécialiser dans un domaine bien précis de l'assurance à travers vos activités. Donc déjà là, on va avoir une casquette. Est-ce qu'on est courtier en assurance sur un risque individuel, donc risque individuel qui est rattaché à la personne, la santé, la prévoyance, les régimes de retraite. Est-ce qu'on est un courtier en assurance spécialisé en IARD? Alors, le terme barbare, souvent, les gens ne le comprennent pas. Pour faire simple, est-ce qu'on est courtier en assurance spécialisé dans tout ce qui est matériel, auto, habitation et autres, pour ne pas donner une liste interminable. Après, en fonction de votre géolocalisation, vous allez avoir en risque matériel des risques atypiques. Quelqu'un qui travaillerait en bord de mer va avoir des bateaux de plaisance à assurer. Personnellement, dans mon portefeuille, j'ai pas de bateau de plaisance. J'assure pas de bateau, j'assure pas de yacht, voilà. Mais quelqu'un qui va prospecter en bord de mer va avoir une activité un peu différente de la mienne, comme quelqu'un qui travaillerait en région hôtelière ou en région montagneuse. D'accord. Après, il va y avoir le particulier, le professionnel, donc tout ce qui est des travailleurs non salariés, qui est aujourd'hui une grosse partie de mon activité, à savoir assurer les entrepreneurs, comme toi par exemple, Moussa, dans ton activité. Tu as besoin d'une RC professionnelle, tu as peut-être des locaux, tu as peut-être un matériel, tu as peut-être un véhicule professionnel, tu as très certainement besoin d'une assurance mutuelle pour toi et ta famille, comme tous les travailleurs non salariés. Travailleurs non salariés, aujourd'hui, il faut savoir que lorsqu'ils s'engagent dans la voie de l'entrepreneuriat, ils mettent j'aime pas dire ils mettent en danger leur situation, mais effectivement, ils prennent des risques qui sont potentiellement plus grands qu'un salarié. Le salarié, il va arriver en entreprise, il va tout trouver mis en place au niveau de son travail. Puis après, donc ça, c'est une chose, la partie travailleur non salarié. Et au-delà de ça, il va y avoir l'entreprise. L'entreprise, comme on le connaît, qui aura aussi des besoins similaires aux travailleurs non salariés, mais elle a, la charge d'apporter des solutions d'assurance mutuelle collective, prévoyance et ou retraite, en fonction après des activités, ça va être obligatoire ou non. Depuis certaines années, la mutuelle collective est obligatoire pour toutes les entreprises.
Donc ça, c'est une belle part d'activité pour nous, courtiers en assurance. Ce qu'il faut lire ce qu'il faut lire par rapport à ça, c'est parce que l'État nous dit aujourd'hui, toutes les entreprises doivent fournir à leurs salariés une mutuelle, nous permettre aujourd'hui de travailler sur ce chantier-là et d'avoir une possibilité de prospecter toutes les entreprises pour leur proposer des solutions d'assurance santé collective pour leurs salariés. Ça a été une très grande opportunité pour l'ensemble de la profession depuis quelques années maintenant. D'accord. Top. Merci beaucoup pour cette explication. On va avoir le temps de rentrer encore plus en détail. Là, on va passer sur le côté un petit peu pour essayer de connaître qui est Monsieur Gomez. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? C'est marrant parce que en préparant cette interview ce matin, on en reparlait un peu ici à la maison. Ce qui me fait me lever le matin, comme tout père de famille, c'est de pouvoir apporter joie, bonheur et satisfaction aux gens qui vivent votre quotidien, qui vivent avec vous. Ça, pour moi, c'est un honneur que chaque matin de pouvoir me lever, d'engager des actions, d'engager des projets et surtout de tenter de les mener à bien pour que les gens qui soient autour de moi soient dans un premier temps et fiers de mon travail, mais aussi que moi je puisse répondre à tous leurs besoins au quotidien. Ça, c'est pour moi la chose qui est la plus importante. Bien sûr, il y a des hauts, il y a des bas, mais l'objectif, je pense, de tout père de famille, de tout homme et personne de moi, c'est ça. Apporter par mon travail, par mes engagements personnels, professionnels ou associatifs, joie, amour et fierté au bien. Top. Merci beaucoup. Et comment tu décrirais une journée de travail à ton enfant? Ton journée de travail. Comment tu peux l'expliquer à ton enfant? Pour la petite histoire, il est juste à côté. Je pense qu'il me suit sur son iPhone. Alors, comment expliquer à un enfant une journée de travail et il me voit au quotidien. Il me voit au quotidien et il sait que alors aujourd'hui, pour préciser aux personnes qui suivent ce direct, je suis courtier en assurance et je travaille de mon domicile. J'ai pas de cabinet, j'ai pas de point fixe pour accueillir le public. Et ça va faire une grosse différence à ma journée par rapport à un courtier en assurance qui serait, lui, avec la responsabilité d'ouvrir un cabinet à partir de 9 heures, de recevoir le public, de faire une pause déjeuner à une heure bien précise, de reprendre à partir de 13h30, 14h, jusqu'à 19h, 20h, ou plus que ça, ou moins que ça, en fonction des cabinets. Alors, moi, du coup, je travaille en termes dans mon activité de la maison, donc je suis free, libre d'organiser ma journée comme je le souhaite. Concrètement, aucune de mes journées va se ressembler. Il va y avoir des moments où je vais me lever et je n'ai même pas encore ouvert l'œil, j'aurais déjà reçu 2-3 appels et il faut les traiter. Il faut les traiter. Donc, en fonction de la priorité des appels, on va planifier la réponse des appels, des mails, des messages. Aujourd'hui, l'activité de quelqu'un comme moi qui serait indépendant et qui travaille de la maison, elle est ponctuée de réception de messages via les multiples canaux qu'on peut avoir. Quand je parle de canaux, aujourd'hui, j'ai des clients qui me contactent sur Messenger, sur Telegram, sur WhatsApp, sur Viber, sur Paramount, et j'en passe. Donc, mais en gros, on va dire, voilà, une journée idéale, c'est ça, c'est se lever, de fixer des objectifs journaliers en termes de prospection. Le nerf de la guerre de mon activité, c'est la prospection. S'il n'y a pas de prospection, il n'y a pas d'activité, donc il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de signature et il n'y a pas de chiffre d'affaires. Voilà, ça c'est le nerf de la guerre. La prospection et organiser la prospection. Donc la prospection, elle s'organise en amont, soit par des campagnes publicitaires, soit par les réseaux sociaux, soit par les outils informatiques, soit par des emailing. Ça, c'est une première chose. Après, il y a les dossiers
en cours, les dossiers en cours, ceux qui ont déjà eu un devis qui a été adressé, une proposition qui a été faite. Il faut suivre ces dossiers, leur apporter une certaine régularité dans le temps de réponse. Il ne sert à rien des fois de relancer le client tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, mais au moins avoir des phases de relance. Donc ça, moi j'ai des outils qui me permettent de me les agender. J'ai des rappels sur les dossiers en fonction de leur priorité. Un rappel à 3 jours, un rappel à 7 jours, un troisième rappel au bout de 15 jours, et après, au bout d'un mois, une relance et une question au prospect, puisqu'il n'est pas encore client chez moi. Est-ce qu'on doit classer sans suite ou pas? En sachant qu'un prospect qui n'aurait pas finalisé une affaire auprès de moi va rester potentiellement une source de revenus dans 6 mois ou dans 1 an. Un contrat que j'ai raté cette année, je pourrais le reprendre l'année prochaine. Et d'ailleurs, dans notre activité, c'est souvent le cas. Il arrive qu'à l'année N, donc au moment de la proposition, le client va réfléchir, va pas valider, va revenir vers vous de façon spontanée, ou vous allez revenir vers lui 1 an après, et vous allez finaliser l'affaire, puisque là, ça y est, la part de confiance, elle a été validée, le sérieux, il a été vérifié, le suivi, il s'est fait sur l'année. Au final, une année après, vous êtes en capacité à finaliser cette affaire. Donc voilà à peu près une journée. On se lève, on organise la journée, on se fixe des objectifs. On a un moment de prospection avec un moment de gestion, les gestions des dossiers en cours et aussi tout ce qui est lié à la vie d'un contrat. La vie d'un contrat, elle est liée malheureusement des fois avec des impayés, avec des demandes d'avenants, avec des accidents, donc des sinistres, que ce soit en habitation, que ce soit en auto ou que ce soit dans le contrat mutuel. Il y a des actes médicaux qu'il faut être pris en charge. Donc, en fonction des contrats, soit il y a un service de gestion qui va prendre en charge cette partie-là, soit ça va être à moi de le faire et pareillement d'y répondre. Donc voilà, c'est à peu près ça. En fait, moi, j'ai cette personnalité d'être un peu challenger. Ça veut dire au niveau des objectifs, j'aime bien chaque jour essayer de faire plus d'affaires que la veille, de faire plus de chiffre d'affaires que la veille. Et ça, on pourrait le résumer par une petite phrase que j'utilise souvent pour me motiver moi-même. Aujourd'hui, Abdallah, plus qu'hier, mais moins que demain. On va prendre la question, c'est pas normalement dans le fil des questions, mais on va prendre la question quand même de Houda, qui demande, qui nous dit qu'au final, tu ne travailles pas beaucoup, plus d'heures que si tu étais en cabinet. Le fait que tu travailles. Effectivement. Houda, je pense que c'est quelqu'un qui me connaît, puisque, en tous les cas, son nom n'est pas différent. Alkoum Salam, Houda. Je vois ta question là. Oui, effectivement, je suis extrêmement libre et j'organise ma journée de façon très libérée. Le gros de mon activité, il se passe quand même à partir de mon domicile. Et si je devais répondre pleinement, cet été, j'étais en vacances, mais au bord de la mer ou en terrasse, très souvent, il m'est arrivé de répondre à des appels, de répondre à des mails et à continuer mon activité. Et mon fils, il est là, il m'a vu cet été, à un moment donné, rigoler avec ma famille, puisqu'on est en vacances, on travaille, on fait encore des appels. Donc, quand on parle de liberté, il y a quand même un arrière-goût d'emprisonnement. Mais cet emprisonnement, c'est ça qui apporte la joie, l'amour et la satisfaction de la famille. D'accord. Je vois que Houda, vous connaissez, elle a dit que vous étiez un ami. Là, on va passer sur une question. Attendez, un petit souci. Ah. Allô? Oui, je vous entends très bien. Ok, donc je disais que là, quel est votre plus bel accomplissement personnel et professionnel? Alors, je vais commencer par le plus petit. Mon plus bel accomplissement professionnel, c'est d'être arrivé à devenir indépendant.
Au départ, c'était pas gagné. Je me rappelle très bien d'un propos d'un conseiller d'éducation alors que j'étais en seconde générale, Mhm. qui m'avait dit tout simplement, oui, mais Monsieur Gomez, est-ce que vous pensez pas qu'il serait plus judicieux pour vous de vous orienter vers une filière professionnelle? Alors, je dis pas que son propos, il a changé ma vie, je me suis déterminé pour réussir, mais face à ce propos-là, face à cette orientation-là que peuvent recevoir les jeunes, excusez-moi du terme, mais originaires d'Afrique noire ou d'Afrique maghrébine ou de l'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, euh, Mhm. et la possibilité que tout à chacun on a, ça reste quand même un très grand challenge que de Mhm. faire abstraction de ces mauvaises orientations et de donner Mhm. les moyens d'y réussir. Et puis finalement, je suis arrivé dans le milieu de l'assurance à partir de 2002. Je Mhm. suis devenu indépendant à partir de 2014 et je suis devenu indépendant à 100% à partir de 2016. Donc ça, pour moi, c'est la plus grande fierté Mhm. que d'être arrivé aujourd'hui à un niveau d'indépendance et de vivre de mes compétences, de vivre de mon métier. D'accord. Et en 3 mots, si vous deviez décrire votre rôle en 3 mots. Bah, aujourd'hui, et les gens qui me connaissent pourraient le savoir, je suis tout à la fois. Je suis le patron, mais je suis aussi la secrétaire. Je suis Mhm. le gestionnaire et je suis aussi le prospecteur, donc le commercial. Vous savez, celui qui fait du porte-à-porte, qui prend sa petite mallette, qui va de boutique en boutique pour proposer des solutions d'assurance. Donc, quand vous êtes le patron, la secrétaire et et le commercial, à un moment donné, vous n'avez pas ce privilège en tant que patron que de dire au commercial, mec, il faudrait que tu fasses un peu plus de chiffres. Oui, madame la secrétaire, les dossiers, ils étaient mal rangés. Parce que si les dossiers sont mal rangés, c'est à cause de moi. S'il n'y a pas assez de prospection, c'est à cause de moi. Et si le patron, il paye mal, c'est à cause de moi. Mais aujourd'hui, voilà, en 3 mots, je suis le patron, le Mhm. secrétaire et aussi le gestionnaire et le commercial à la fois. D'accord. Et si vous, est-ce que vous avez eu dans votre parcours aujourd'hui un mentor, un mentor, et qui serait qui est cette personne? Ah, j'avais oublié cette question. C'est vrai que, on va dire en termes de cheminement, mon cheminement professionnel a été lié avec un cheminement très personnel. Des valeurs, qui sont liées avec une partie de ma personne qui est très personnelle et beaucoup plus ancienne que mon activité de courtage en assurance et Mhm. qui est liée tout simplement à, à ma foi. Ça veut dire que à travers ces préceptes-là, cette conviction, euh, j'ai un exemple d'un homme qui s'est évertué toute sa vie à servir, à conseiller, à apporter la meilleure image de lui en étant au service des autres, en étant au travail pour les autres, en mettant les autres avant lui-même, avant sa personnalité, avant ses besoins, avant même sa famille. Donc voilà, ça sera, Inch'Allah Azzawajal, mon plus bel exemple. Donc il s'agit de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Et si vous deviez changer quelque chose à propos de votre travail? Alors, effectivement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, Mhm. le gain qui me manque aujourd'hui par la présence de structures physiques, parce qu'à partir du moment où vous avez pilier sur rue, vous avez une visibilité, il y a du passage et un Mhm. flux de recommandations qui sont plus spontané. Dans Mhm. le, dans le commun des habitudes que les gens peuvent avoir, on a plus facilement recours à la recommandation d'une personne qui a un cabinet, une agence, que Mhm. quelqu'un qui travaille à distance et juste recommander un service via un numéro de téléphone ou une adresse email. Donc Exactement. ça, aujourd'hui, c'est vraiment
le challenge pour peut-être l'année 2021, 2022, je ne sais pas. Mais en tous les cas, si je devais trouver quelque chose là, au jour d'aujourd'hui, ce serait une structure publique, donc un cabinet. Top. Et qu'est-ce que vous préférez dans votre travail? Alors, du coup, c'est un peu en dualité, tout ça en opposition. Au jour d'aujourd'hui, ce que je préfère dans mon activité telle que je la vis au quotidien, c'est mon indépendance. Cette indépendance, elle est méritée, puisque c'est comme ça que j'ai voulu travailler, mais elle a aussi ses inconvénients. Les inconvénients, c'est, on va dire, la non-régularité des affaires nouvelles que pourrait m'apporter un cabinet d'assurance. D'accord? Tout en sachant que c'est pas parce que vous allez avoir un cabinet d'assurance que vous allez avoir une régularité. Mais une chose est sûre, c'est qu'à partir du moment où vous avez appuyé sur lui une agence, cette partie de liberté, elle n'est plus possible. Ou alors, il faut poser dans ce cabinet une équipe, un gestionnaire, un spécialiste en souscription, 2 personnes au minimum qui pourraient m'accorder une certaine liberté. Mais voilà, aujourd'hui, ce dont je préfère dans mon activité, c'est mon indépendance qui me permet à côté de vivre d'autres projets et de faire vivre d'autres projets. Est-ce que dans votre aujourd'hui, je pense qu'en tant qu'indépendant, vous avez peut-être pas eu à recruter, parce que si j'ai bien compris, mais vous avez peut-être des stagiaires, ou bien dans votre vie antérieure de salarié, peut-être que vous aviez des stagiaires ou des jeunes, vous étiez référent, vous m'avez dit. Quel est le conseil que vous donnez à ces jeunes personnes qui rentrent dans ce monde de l'assurance? En général aussi, quel conseil vous donnez à des nouvelles recrues? Alors, au niveau de mon activité de courtage, parce que mon indépendance, elle est telle qu'elle est aujourd'hui, j'ai jamais eu le loisir d'avoir des stagiaires ou des recrues. Par contre, entre 2002 et 2014, à différentes reprises, j'ai eu l'occasion d'accueillir, de former, d'accompagner jusqu'à une indépendance sur des actes de gestion des stagiaires ou des nouveaux salariés. Le conseil qu'on pourrait donner à tout nouveau personne, c'est d'être très procédurier et pragmatique. Dans un premier temps, il va y avoir les connaissances acquises lors d'un cursus scolaire, universitaire, une formation diplômante, et après, il va falloir assimiler un certain nombre de process qui vont être plus ou moins différents en fonction des structures dans lesquelles vous allez travailler, mais qui sont une charte de qualité sur laquelle la compagnie d'assurance ou le cabinet s'est engagé. Donc là-dessus, il faut être vigilant et être très pragmatique, être très procédurier. Alors, ça fait un peu cliché sorti d'un autre temps, mais l'orthographe. Ah. L'orthographe. Aujourd'hui, on n'hésite pas à faire passer des dictées à des nouvelles recrues. Parce que le niveau d'orthographe, il est juste catastrophique. Exactement. C'est juste hallucinant. Donc, un autre conseil que moi j'ai eu lorsque j'étais référent qualité, c'est de mettre en place des process par rapport à ces points d'alerte et d'accompagner les personnes avec tout simplement un temps de carence, un délai avant l'envoi du mail et la relecture. Vous avez écrit votre mail, passez peut-être à une autre tâche, à une autre action, avancez la prochaine tâche, et revenez quelques minutes après sur le mail pour le relire avec une vision un peu nouvelle sur ce que vous avez écrit et envoyer le mail. Parce que souvent, entre l'écrit du mail et l'envoi, même si on se relit sans se relire. On se relit en étant sûr que ce qu'on a écrit, il est correct et il est sans faute d'orthographe.
Alors que non. Et du coup, lorsque vous passez à une autre tâche et que vous revenez sur le mail, vous allez pouvoir le relire d'une façon un peu plus fraîche, un peu plus nouvelle et constater des fautes d'orthographe et envoyer le mail. Donc, moi, je suis très attaché à la qualité de service. Donc, c'est vrai que souvent mes conseils sont autour de ces préceptes-là et aussi le challenge. C'est-à-dire un nouveau salarié, un stagiaire, je vais l'inciter, je vais l'inviter à se donner des objectifs de carrière. Voilà, qu'est-ce que j'attends à l'année N plus 1, à l'année N plus 2, qu'est-ce que je veux de moi à court terme, à moyen terme, à long terme, puisque effectivement, tous les postes d'assurance vont pouvoir amener à des évolutions qui sont très différentes, mais avec des niveaux entre guillemets, de salaire qui vont pouvoir passer du simple au double, voire au triple. D'accord, top. Merci beaucoup pour ces conseils. Je pense que même pour nous, même pour les professionnels aguerris, on a besoin d'appeler ça, d'être un nouveau élevé des exigences. Donc, il y a certains postes qu'on doit avoir. On n'a pas joué avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Et quelle est la dernière fois que vous avez ri, ma? Alors là, je ne sais pas si c'est moi, mais je t'entends très mal. Il y a le cours audio, il est saccadé, je ne comprends pas. Allô? Est-ce que là, tu m'entends? Là, c'est mieux, là, c'est beaucoup mieux. Là, c'est beaucoup Oui. mieux. Donc, je disais, quelle est la dernière fois où tu arrives vraiment aux larmes? Définitivement, je n'entends pas la fin de ta phrase. Ah, je disais, quelle est la dernière fois où tu arrives aux larmes? Ah, la dernière fois où j'ai ri aux larmes, je crois que c'était hier au téléphone. Je crois que c'était hier au téléphone Dans, avec une dans personne le qui. contexte professionnel? Non, Un problème de réseau. Allô? Est-ce que tu m'entends? oui. Alors, je ne sais pas si vous nous entendez. Mettez un message pour dire si vous nous entendez ou pas. Ah, Moi, j'entends. Ouda vient de nous dire qu'elle ne m'entend pas. Et c'est un petit problème. Là, tu Est-ce que là, ça va? Allô? Ça. Ça bug là. Ça bug vraiment. Euh, attends. Attends, je vais. Allô? Oui. Est-ce que- Je t'entends de manière très saccadée. Je t'entends de manière très saccadée. J'entends le début du mot et pas plus. Quand même, la première syllabe du. Allô? Là, c'est mieux? Hein? Et réessaye. Allô? Est-ce que là, J'ai c'est l'impression mieux? que c'est mieux. Oui. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Petit,
petit problème technique sur un direct, c'est pas inhabituel. On vous présente nos excuses. Allô? Allô? On s'entend. Tu m'entends, Abdallah? Très bien, là, j'entends très très bien. Ok, je suis passé sur une autre fréquence. Donc, je te demandais quelle est la dernière fois où tu as ri aux larmes? Alors, la dernière fois que j'ai dit voilà, ça devait être juste hier avec une personne au téléphone avec laquelle on partageait des choses un peu personnelles. D'accord, ok, d'accord, je vais pas pousser alors. Et quelle est ta philosophie Ma philosophie de vie. de vie? Je pense que les gens qui me connaissent pourraient vérifier mon propos, mais c'est celui-ci de toujours rester confiant. De rester confiant face aux situations compliquées, face à l'adversité, face aux tristesses du quotidien de la vie, face aux situations, de rester confiant. Et à un moment donné, je me suis même qualifié comme ça, comme étant un cœur confiant derrière un écran. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai pris conscience qu'à travers les réseaux sociaux, les gens pouvaient se faire une image de ma propre personne, de moi, de ma philosophie. Et j'ai voulu leur dire, écoutez, derrière votre téléphone, il y a quelqu'un qui est confiant. Donc ça, c'est ma... Voilà, il y a Ouda qui vérifie d'ailleurs. Ça, c'est réellement ma philosophie de vie, avec un vrai travail. La confiance, elle doit être alimentée, elle doit être protégée. Il y a des personnes qui sont dans mon entourage vraiment très, 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 très proches. Et il est même unique. Il est dans mon quotidien tous les jours. C'est une personne, un frère que je connais depuis une vingtaine d'années, qui va constamment m'apporter les éléments pour préserver et garder cette confiance. Après, un sourire de ma fille, il va me redonner confiance à la vie. Une rencontre que j'ai fait il y a quelques mois de ça, alors que je rentrais d'Albanie, va me faire redonner confiance à la vie. Ça, c'est le quotidien. Je vais avoir cette capacité à regarder les événements qui m'arrivent et à les édulcorer pour nourrir ma confiance. Je suis rempli de méditation, c'est-à-dire à un moment donné, les enfants, ils me voient, je suis dans un moment bien particulier et je m'évade de ce moment-là pour replonger dans ce moment-là et pour me dire combien la vie, elle mérite qu'on ait confiance, qu'on lui accorde notre confiance et qu'on l'affronte avec confiance. Voilà, ça c'est ma philosophie, je pense. Top. Merci beaucoup, merci pour ce partage. Et si tu pouvais être quelqu'un d'autre, le temps d'un moment, le temps d'une journée, mais quelqu'un d'impactant pour changer quelque chose? Ah, quelqu'un d'impactant. C'est pas gentil, Moussa. Moussa, il a bien travaillé la préparation de son interview, de son émission. Et il a vu ma première réponse et il a dit, de façon très diplomatique, elle ne nous suffit pas, monsieur Gomez, votre réponse. Alors, du coup, à la préparation de cette interview, j'ai répondu être un homme. Parce que pour moi, être libre, pouvoir voler, m'envoler, prendre de la hauteur, regarder les choses de hauteur, tout simplement aller dans les airs, ça a toujours été quelque chose qui était pour moi juste hors du champ du possible. Tout à l'heure, quand je relisais le déroulement de l'émission, je me suis dit, mais mince, on me pose la question par rapport à une personne, quelqu'un d'autre. Donc, comment il va se satisfaire de cette réponse? Et là, il m'a prouvé que ma réponse lui l'a pas satisfait. Non, loin de moi ça. C'est ça.
Répète-moi ta question pour que je puisse te répondre correctement, s'il te plaît. Quelle personne d'autre tu voudrais être le temps d'une journée, mais de manière impactante? Oui, quelqu'un qui peut impacter, qui peut changer quelque chose. Alors, je vais revenir sur le terme impact. Est-ce que impacter une personne, c'est le but, ou si c'est impacter le plus grand nombre de personnes? Vous voyez, en fonction de la personne que vous allez choisir vouloir devenir pour une journée, vous allez peut-être pouvoir impacter une personne, ou alors impacter des milliers, des millions de personnes. Si mon but, ce serait d'impacter des centaines de milliers de personnes, des milliers, des millions de personnes, j'aimerais bien, une seule journée, être l'artiste qui sommeille en moi et un jour prendre la parole et que cette parole, elle soit écoutée et qu'elle impacte des centaines, des milliers de personnes. Si il s'agissait juste d'impacter une seule personne de façon qualitative, qualitative, il y aurait simplement ce fidèle, cette personne lambda qui a la bonne parole, qui va être reçue par la bonne personne et qui va vivre avec toute sa vie. Merci beaucoup pour ce partage. Et quel a été l'impact du Covid dans ton travail? J'en parlais tout à l'heure avec une inspectrice en courtage en assurance. L'impact, il est présent, il est lourd, il est conséquent. Bizarrement et étonnamment, j'ai vécu, moi, mes 6 premiers mois comme jamais je les avais vécus. Donc ça, je ne sais pas si c'est une conséquence directe du Covid, mais en opposition à la situation un peu dramatique économique que les gens ont pu vivre et subir, j'ai eu 6 premiers mois très productifs. Après, tout ce qui est des échanges, des rencontres, du fait de porter des nouveaux projets par un accompagnement, une présentielle, ça, on est au jour d'aujourd'hui à zéro. Zéro, ça veut dire en termes de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, de possibilités, zéro. D'accord. Puisqu'effectivement, le confinement, le Covid, après, personnellement, il y a des proches à moi de mon âge, entre 35 et 45, qu'on a perdu, des personnes plus âgées. Donc c'est vrai que dans le quotidien, à un moment donné, dès le départ, au mois de février, mars, j'ai commencé à relayer les pertes des gens qui étaient autour de moi pour faire comprendre aux personnes qui vivent de façon un peu à la légère cette pandémie. On parle du début janvier, hein, début février. Après, quand j'ai commencé à voir la fréquence que ça prenait dans mon quotidien, j'ai arrêté. J'ai arrêté de partager, j'ai arrêté d'évoquer ces personnes, puisque là, on était avec une fréquence trop récurrente, avec des nombres de décès ou de personnes malades trop grands. Donc, on a quand même une année 2020 qui sera impactante et qui restera impactante, même dans la mémoire de tout un chacun. Je pense qu'un jour, on pourra dire à nos petits-enfants, on a vécu 2020. Oui, malheureusement, vraiment, malheureusement, mais voilà, comme tu l'as bien dit, c'est que voilà, il faut maintenant avancer, il faut faire attention, il faut continuer à respecter les gestes barrières, ne pas prendre ça à la légère, parce que ça existe vraiment dehors, ça existe. Et quel conseil tu donnerais à cette jeunesse africaine qui prend l'immigration comme option, comme seule option? Qui prend l'immigration, ça veut dire le fait de partir d'Afrique vers l'Europe? L'immigration clandestine.
qui prend le bateau, qui risque sa vie, qui meurt dans la Méditerranée, dans l'océan Atlantique récemment avec le bateau qui a échoué du côté du Sénégal, dans le désert, et tout ça pour aller en Europe. C'est toujours un peu difficile de se positionner par rapport à des situations comme celle-ci, puisque honnêtement, je les ai jamais vécues. Ma mère, elle a quitté le Cap-Vert, elle avait 4 ans pour le Sénégal. Mon grand-père a eu l'opportunité de venir en France à partir du Sénégal. Ils sont arrivés au Sénégal, ma mère, elle avait 18 ans. Je pense que les situations que vivent les pays africains entre un niveau de pauvreté qui est incompréhensible pour nous et les situations de guerre ou de conflits armés dans certains pays qui sont encore inimaginables et notre conscience, il n'arrive pas à donner des mots à l'atrocité que ces gens vivent. Alors, je vais avoir, on va dire, à ce niveau-là, deux conseils. Pour ceux qui vivent la pauvreté et la difficulté au quotidien, à mon sens, si vous êtes en capacité à risquer votre vie pour traverser l'océan, la mer et arriver en Europe, prenez toute cette force que Dieu vous a donnée, prenez tout ce courage que Dieu vous a donné pour affronter la vie à bras-le-corps et surmonter non pas les vagues de la mer, mais les typhons de votre quotidien. Jamais quelqu'un il ne peut ne pas dépasser la pauvreté. À un moment donné, on a tous la capacité, à travers des actions qui sont petites, infimes, de faire une action qui est un peu plus grande, un peu plus valorisante, jusqu'à gagner une certaine indépendance. Au jour d'aujourd'hui, risquer sa vie pour arriver en France dans une situation où, de toute façon, vous allez vivre que adversité, complications, difficultés, manque de capacité à s'exprimer, c'est cliché, hein, mais s'exprimer correctement en français avec la lecture, etc. Prenez tout ce que vous avez et engagez toutes ces forces-là dans votre quotidien chez vous. Maintenant, concernant les personnes qui vivent des conflits, qui vivent des moments de guerre, premier sur une mobilette, à pied, et je traverserai tout ce qui est traversable pour mettre ma famille en sécurité. Mais pour moi, les enjeux, ils sont pas les mêmes. Les enjeux, ils sont pas les mêmes. Les enjeux, ils sont pas les mêmes entre mettre sa famille en sécurité parce qu'on est au péril, notre vie, elle est en danger tous les jours, à chaque moment, et la pauvreté. C'est pas la même chose, effectivement. C'est pas la même chose. Et vous voyez, si on regarde la situation africaine, dans quel pays africain il y a des conflits armés, une guerre, et il y a la mer autour, ou proche. Il y a toujours un autre pays avant la mer. Donc, essayons d'être un peu plus raisonnables, mettons nos familles à l'abri et donnons-nous la capacité. Vous savez, à mesure qu'on vit une épreuve, à mesure où on va s'élever, et l'épreuve, elle sera pour nous qu'un tremplin en réalité. Il y a des choses qui sont tellement clichés dans les images, mais un arbre, il naît d'abord d'un travail de la terre et du fait de planter quelque chose dans la terre, et après elle s'enracine et elle va monter vers le ciel, parce qu'elle garde toujours comme objectif la lumière du soleil. Alors même qu'elle est dans une forêt, alors même qu'il y a l'ombre, alors même qu'il y a les ténèbres, elle va chercher sa force dans la lumière. Nous, à un moment donné, et ça peut-être c'est très personnel, mais quels que soient les conflits qu'on vit, quelle que soit la pauvreté dans laquelle on vit, si on regarde toujours vers le divin et qu'on place notre confiance en lui, toujours on aura des opportunités de s'épanouir et de sortir d'un quotidien difficile, ou alors de vivre ce quotidien difficile avec une saveur, une douceur
qui montre que dans chaque difficulté, il y a une facilité, ou après chaque difficulté, il y aura la facilité. Exactement. En gros, ils sont même partenaires. Ils vont ensemble. Et l'un doit travailler à un moment donné, l'autre l'attend, et puis dès qu'il termine, hop, l'autre l'arrive. Là, on arrive vraiment au moment où c'est le quartier libre. C'était 20 dernières minutes. Si tu as quelque chose à nous partager, une expérience autre, tu es à la parole. Bismillah. Moi, j'ai envie de parler un peu de quelque chose que j'apprécie énormément, c'est l'art, et notamment la calligraphie, ou même avant la calligraphie, le street art. Ça veut dire communément appelé le tag, le graffiti ou le graphe. Puisque, à titre personnel, peu de gens le savent, mais mon cheminement spirituel s'est fait à travers le tag et la calligraphie. C'est comme ça que j'ai été amené à me convertir. Alors là, on parle d'une époque où on est début des années 90, 91, juste un jeune adolescent de l'âge de mon fils qui nous écoute là dans la chambre, et je tag partout, je grave partout, et il faut poser mon nom, il faut marquer son territoire, il faut montrer notre présence. Mais à travers cet art humain qui était ce qu'on pourrait qualifier de dégradant, j'ai vu des personnes perfectionner leurs gestes, perfectionner leurs tracés, perfectionner leur dessin, perfectionner leur message. Le message à travers un art qui était un art de destruction préalablement. Et ils sont arrivés à faire passer des messages, à décorer des bâtiments entiers et à vivre de leur art de manière formidable. Je pourrais citer énormément d'artistes avec qui j'ai grandi, les gens du 91, le ARL, donc astronaute en randonnée martienne, TPM, CMP, TCP, CP5, ça c'est des crews, peut-être certains d'entre eux, ils nous voient, donc big up les mecs pour le parcours fait. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des festivals comme le Urban Film Festival qui s'appuient complètement de la philosophie de la rue. Encore tout à l'heure, je montrais à une personne qui m'est chère le geste d'un calligraphe qui était juste parfait, comment il attrapait son stylo, comment il glissait sur la feuille sans que son pouce ou son index ne bouge. Et ça c'est à l'issue d'une reproduction d'un geste tous les jours. Donc concrètement, quand vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose dans la rue ou une œuvre d'art, imaginez combien de feuilles, entre guillemets, quand vous voyez, et là je parle à ma fille Belkis, quand vous voyez à travers ces calligraphies que des traits, c'est des milliers, des centaines et des milliers de feuilles qui ont été, entre guillemets, donc gâchées pour aboutir à cette perfection, à l'étonnement que la personne, lorsqu'elle rentre dans une galerie, lorsqu'elle rentre qu'elle est devant un tableau, elle s'émerveille devant la pureté, la beauté, la profondeur de l'artiste, que ce soit quelque chose qui est proche du graphe ou de la calligraphie. Je me rappelle, moi, personnellement, lorsque j'ai commencé à apprendre l'arabe et la calligraphie, nous, on a pour habitude, quand on écrit, d'écrire de la gauche vers la droite. Je me suis étonné de ce geste-là, de la droite vers la gauche, et de tout ça pouvait impliquer dans le corps, dans le gestuel de la main. Et aujourd'hui, on a des street artistes calligraphes qui ont commencé par l'art de la rue, qui se sont spécialisés dans la calligraphie et qui œuvrent et qui ont des œuvres dans le monde entier. Je pourrais parler
d'un ami Elsie, un franco-tunisien, je pourrais parler de Ramzi, je pourrais parler de gens qui sont à Dubaï, de Diarlag ou de tant d'autres. Là, récemment, j'ai pu participer à une, comment ils appellent ça, un show grandeur nature, à une performance grandeur nature d'un artiste qui est issu de la street vers la calligraphie avec un style bien particulier, le Koufi, donc c'est des lettres pleines, carrées, rectangulaires, qui a posé sur l'ensemble du parvis de la mairie à ici les Moulineaux une œuvre grandeur nature. Voilà, ça c'est des choses qui me passionnent au quotidien. Personnellement, j'ai loisir dans des moments bien particuliers à me détendre, à m'évader à travers la calligraphie, les dessins. Bah, tenez, je vais vous montrer un truc. Là. Voilà, petite dédicace. Ah, merci beaucoup. Voilà, ça c'est un courrier qui m'a été adressé par un artiste franco-tunisien qui s'appelle El Cid, qui m'a envoyé un t-shirt à lui il y a quelques années. Donc c'est accroché sur mon bureau et c'est mon prénom. Donc arriver à lire ça, c'est quand même d'abord une gymnastique, parce que là on est sur de la calligraphie qui respecte pas les règles de la calligraphie orthodoxe. On est sur de la calligraphie libérée. Donc ici, vous avez le aïn, ici, vous avez le ba, et toutes les lettres après pour écrire de la plus belle des façons, Abdallah. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui est très personnel, mais je vais avoir à un moment donné, dans un moment de stress ou d'anxiété, recours à la calligraphie. Je vais me poser, je vais gribouiller mon cahier, je vais écrire et évacuer tout ce qui me gêne. Ou alors, tout simplement, dans des moments un peu plus personnels, formaliser, dessiner, écrire ce que j'aime. Tout à l'heure, on était sur ce qui me gêne. Maintenant, on est sur ce que j'aime. À un moment donné, il y a quelque chose qui me passionne, que j'aime. Je vais écrire. Je vais écrire un proverbe. Je vais écrire un prénom. Je vais écrire une lettre. C'est aussi simple que ça. Cette même lettre, je vais l'écrire et la réécrire. Donc, on ne parle pas d'écriture, là, on parle de calligraphie, donc de dessin. Est-ce que je vais la faire fine? Est-ce que je vais la faire large? Est-ce que je vais la faire basse? Est-ce que je vais la trancher? C'est un peu tout ça. Donc oui, effectivement, si j'avais un petit mot dans ce moment un peu personnel, c'est de dire à toutes ces personnes qui ont ces artistes, continuez à dessiner, continuez à faire des vidéos, faites ce que les gens disent. Mais c'est rien ce que tu fais, ça sert à rien. Continuez à faire rien. Parce que vous, ça vous fait vibrer, parce que vous aimez ce que vous faites, parce que vous espérez vivre de ce que vous aimez, de ce que vous êtes en train de faire. Continuez. Et à un moment donné, il y a toujours une opportunité qui va faire que votre. Il y a derrière moi, là, c'est comment ça s'appelle, un tableau de quelqu'un qui s'appelle Nguyen. Ce que peu de gens savent de lui, c'est qu'à un moment donné, il était simple cordonnier. Et un jour, sur Instagram, je le vois avec une photo de ma tante, Claudine, ma tante. Donc, j'appelle ma tante, je dis, mais qu'est-ce que tu fais sur l'Instagram de cette personne? Il me dit, ah lui, mais c'est rien, c'est un ami. Je dis, comment un ami? Une œuvre à lui, elle vaut presque entre 100 000 et 200 000 euros. Wow. Une lithographie, quelque chose qui est une reproduction de 50 à 50. Alors, un problème de réseau. Allô? Ouais, moi je t'entends super bien. Ok, top. Et, elle me dit, mais tu sais que lui et moi, on a travaillé ensemble. Et j'ai travaillé avec lui dans un moment où il était dans une situation économique juste plus hallucinante. Mais c'est vrai, des fois, vous voyez, il dessinait. Alors lui, c'est pareil, il a une façon de dessiner qui est très personnelle. Il va dessiner des visages, des traits qui se chevauchent, qui s'entrecroisent.
mais au final, le rendu et la profondeur de son dessin est juste du domaine de l'unique. J'ai pas vu deux artistes comme lui. Et il y a ce moment où vous êtes simplement cordonnier dans une pauvreté qui est juste hallucinante. Vous avez vos proches, votre propre mère. Je ne parle pas forcément de lui là, mais je parle de tous ces artistes en herbe qui ont ça dans le cœur. On a toujours nos proches qui nous disent fais un petit métier, travaille, vas-y. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis surtout qu'il faut continuer à se donner du temps journalier pour dessiner. Là, j'ai mon fils, à un moment donné, il a commencé le dessin. Alors, effectivement, il m'a trouvé derrière lui. On est parti, on a acheté le matériel, on a acheté les stylos. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut donner les moyens à ces âmes d'artistes de pouvoir s'épanouir. Je ne sais pas s'il en vivra, je ne sais pas si ça sera l'issue de tous les artistes, et très certainement que non. Parce que si tous on était artistes, le niveau artistique exigé, il serait encore plus élevé. Exact. Il faut savoir placer sa confiance, travailler et essayer sur ce qu'on aime pour pouvoir se créer quelque chose de personnel et après pouvoir dire ça y est, I do it, je l'ai fait, j'ai réussi à le faire malgré l'adversité, malgré les conseils. Top. Mais vraiment, les conseils, c'est vraiment de suivre sa passion, ne pas suivre toutes les ondes négatives qui sont autour, qui vont nous dire non, perds pas ton temps, alors que c'est quelque chose qui nous plaît. Si ça nous plaît, et on est confiant là-dessus, on ne fait du tort à personne, allons-y, allons jusqu'au bout. Exactement, exactement. Et là, on parle bien de choses qui sont belles et bénéfiques. Une passion qui fait du tort à quelqu'un, je serais le premier à conseiller à la personne d'arrêter immédiatement. Il ne s'agit pas il s'agit de choses qui sont propres à la personne, qui va pouvoir être force de proposition, qui va pouvoir égayer le quotidien, qui va pouvoir changer une situation, apporter une solution à titre personnel ou à titre général. Il y a des gens qui sont passionnés de basket, donc de sport en règle générale. Il y a des gens qui sont qui aiment l'agriculture, qui aiment vivre en région agricole ou dans des régions un peu où on va pouvoir juste souffler, respirer, vivre. Et c'est vrai que ces personnes-là, elles vont recevoir aussi un conseil. Ouais, mais tu mesures les risques, la conséquence au niveau de l'activité économique là-bas. Mais si la personne, son bien-être, il est de ce paysage urbain, ce stress urbain, et d'aller en montagne, d'aller en bord de mer. Je me rappelle, il y a des années de ça, j'étais encore chez ma mère, on vivait à Moussy-Kramaïa dans le 77. J'ai mes voisins qui étaient passionnés de voile. Ils sont partis en Bretagne pour vivre de la voile. Tout de suite, nous, dans le quartier, on a dit, mais c'est quoi ces mecs? Ils partent pour la voile. Aujourd'hui, ils ont une école de voile, ils ont, comment ça s'appelle, des services pour les touristes, et ils en vivent pleinement. Et les mecs sont toujours bronzés, toujours heureux, toujours contents. Voilà. Et si j'étais amené à les revoir, je pense qu'ils me diraient, t'as vu Christophe? Donc ça, c'est mon prénom. Mon vrai prénom. T'as vu Christophe, sur quoi toi tu nous conseillais quand on avait le même âge et ce que tu conseilles aujourd'hui, l'écart qu'il y a, bah oui, on a vieilli, on a mûri, on a apprécié on a mesuré ce qui nous permet d'apprécier réellement la vie et vivre au sein de cette vie-là sans être celui qu'on est, c'est la plus grande des pauvretés pour moi. Exactement. Exactement. Barakallahu fik. Merci beaucoup pour ces conseils. Là, on a des questions de Ouda. Il demande des conseils pour les jeunes Français issus de l'immigration qui restent figés sur cette étiquette. Comment les motiver à se rapprocher de l'excellence et se professionnaliser ou bien social, ou du point de vue social ou bien point de vue professionnel. Alors, au niveau de l'immigration, qu'elle soit première ou seconde, ou même troisième, vous voyez, on ne sortira jamais de ce terme-là. Ma mère, elle fait partie
dans ma famille de la première vague d'émigrés. Et moi, je suis en génération la seconde. Alors que je suis né en France, les gens en face de moi auront toujours l'image d'un émigré. Alors même que je ne suis pas émigré. Mon fils, ma fille qui sont nés en France, d'une mère qui est née en France, sont une troisième génération, mais pareil, ils seront toujours, peut-être que ça changera dans 3-4 générations. Si on prend l'exemple des États-Unis, les Blacks américains, les Hispaniques sont jamais et n'ont jamais été assimilés pleinement à des, on dit un Black American, quoi. C'est un Noir américain, c'est pas un Américain. Donc, concernant cette problématique, je pense, quelle que soit l'immigration par laquelle nous on est arrivé en France, on aura toujours beaucoup plus à faire, beaucoup plus à prouver, et ça commence, à mon avis, dès la scolarité. Il faut que nous, parents, on prévienne et qu'on conseille nos enfants pour qu'ils soient les meilleurs au collège, au lycée, à l'université, pour que dès qu'ils arrivent dans le milieu professionnel, ils aient déjà tous les outils pour affronter l'adversité, même l'adversité qui est souriante. Des fois, aujourd'hui, il y a beaucoup de politesse, mais derrière, c'est de toute façon, il ne pourra jamais être directeur parce qu'il est arabe ou parce qu'il est noir. Il ne pourra jamais être responsable parce que. Et aujourd'hui, on a des dizaines, des centaines et des milliers d'exemples de personnes qui sont issues de l'immigration par génération. Eux-mêmes, ils n'ont pas immigré. Ils sont nés en France ou leurs parents sont nés en France. Ils ont atteint des niches ou des postes à responsabilité. Par contre, c'est vrai, c'est difficile. Il faut faire ses preuves. Il faut se challenger tous les jours. Donc, gardons devant nous des objectifs bien précis et donnons-nous les moyens. Et il n'y a rien qui est du domaine de l'impossible. Si aujourd'hui, je vais prendre un contre-exemple, si aujourd'hui des Blancs ils arrivent à arriver à des niveaux incroyables au basket américain, c'est qu'à un moment donné, eux aussi, ils peuvent, on va dire, c'est quoi ce cliché? Mais oui, à un moment donné, on a des punters, ils sont tous d'origine noire, jamaïcaine, américaine ou africaine. On a des gens qui font du marathon, qui sont d'origine éthiopienne, somalienne. Donc, quelle que soit l'origine que vous avez des prédilections à des choses. Mais face à ces prédilections, face à ces avantages que Dieu leur a mis en vous, dans votre ADN, il y a un champ des possibles, il y a un travail qui est possible. Que vous soyez émigré de souche noire, de souche arabe, de souche indienne ou turque, ou j'en passe, ou tout simplement d'origine caucasienne, vous avez la possibilité de dépasser ces limites qui sont des limites naturelles pour arriver à l'excellence. Et c'est en ça, moi, que je m'émerveille. Je me dis, comment quelqu'un qui avait au début aucune capacité par rapport à ce qu'il voulait, il y est arrivé. Et c'est là que ça devient juste merveilleux. Top. Merci beaucoup. Merci pour ce partage. Merci pour ces conseils. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Sinon, j'ai un grand merci à Abdallah. Un grand merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui nous partager ton expérience, prendre sur ton temps. Vraiment, je suis très honoré et je tenais à te remercier pour ça, et ton humilité d'avoir accepté tout de suite l'invitation et d'avoir échangé et d'être dans ce côté vraiment très simple, très accessible et vraiment merci beaucoup. Un grand merci et j'espère que vraiment que les gens qui regardent et qui regarderont cette vidéo vont s'en inspirer parce que c'est l'objectif pour pouvoir leur donner d'autres perspectives, leur dire que c'est possible. Le message, il est très encourageant. Je pense que je le prends d'abord pour moi. Ce que je me dis tous les jours, tous les soirs quand je fais ça, tous les mercredis soirs et les samedis, c'est moi d'abord qui en profite. J'en profite parce que je rencontre toutes ces personnes-là qui nous partagent gratuitement et dans la joie et la bonne humeur leur parcours, leur vision de la vie et qui permet juste tout simplement d'ouvrir les yeux et de dire « Ok, c'est possible en fait, il faut le faire ». Et merci beaucoup pour ça. Et ouais, le mot de la fin te revient.
Moussa, à mon tour de te remercier. Lorsque tu m'as contacté il y a presque 2 mois, j'ai été étonné et en même temps, je me suis vu honoré de cette invitation. Alors, je te remercie de m'avoir donné un temps de parole dans ton émission Prenons un thé. Le mot de la fin, ça va être à peu près ce qu'on a évoqué, ce que tu viens d'évoquer. Gardons confiance. On passe par une année qui est difficile, mais après chaque tempête, il y a le beau temps. Et comme un proverbe touareg, il le dit, aussi long que la nuit est, elle t'aboutira toujours au lever du soleil. Donc gardons confiance, faisons les choses avec patience, avec respect de l'autre, avec amour de l'autre, de notre prochain, et regardons la différence comme une richesse. Personnellement, j'aimerais pas vivre dans un monde constitué que de l'argent. Voilà. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Merci beaucoup, Barakallahu Fik. Et à la prochaine. Je vous donne rendez-vous ce samedi autour d'un thé toujours à 20h. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et puis, pour ceux qui sont en France, continuez à respecter les gestes barrières. Continuez, ça va bien se faire. Ça va bien se faire. Et restons confiants. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. À très bientôt. Merci à tous. Merci. Merci.